Lapel, Maurice Barouane présente, Roger Pédeflous, Présent. Nicole Billou, présent, François Lang, Présent. Nicole Billou, présente, Michel Bill, Anne Chauvency est excusée et donne procuration à Francis Long, Joachim Costa, Oui. Bruno Vermès, Présent. Valérie Casner-Duvillier, présente, Thierry Annette, Présent. Céline Lacoste est excusée, donne procuration à moi-même, c'est Barouane. Frédéric Lescudé, Présent. Jennifer Daragon donne procuration à Nicole Billou, Pachi Elisèche, Présent. et s'excusera dans un moment en donnant procuration à Thierry Annette, parce qu'il ne peut pas rester avec nous toute la soirée. Angélique Mougin, présente. Philippe Glorieux, Présent. Julie Champagne, présente. Michael Barat. Présent. Merci beaucoup. Bien. Donc, je déclare ce conseil municipal ouvert et je propose de désigner comme secrétaire de séance Thierry Annette. Ah, c'était déjà lui la dernière fois. C'était tellement bien Ça faisait tellement longtemps. que du coup, j'ai dit, bon, ben voilà, ça sera lui. Michel Billet. Alors, en préambule, avant de commencer l'ordre du jour de notre conseil municipal, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle pour notre village, puisque nous avons reçu un courrier de la région Nouvelle-Aquitaine, et plus exactement du comité de tourisme, ça s'appelle comment ? De la région Aquitaine, en tout cas, Nouvelle-Aquitaine, qui nous annonce l'obtention de la première fleur du label national des villes et villages fleuris 2024. Bravo. Ceci est l'aboutissement d'un engagement de notre commune depuis au moins une dizaine d'années en matière d'environnement. Un engagement qui est reconnu par un jury parfaitement légitime, connu et reconnu dans toutes les villes et villages de France qui sont bénéficiaires de ce label. Je vais citer quelques exemples, mais la liste serait trop longue. Par exemple, le plan de gestion différencié, l'abandon anticipé des produits phytosanitaires, bien sûr, c'est une vieille histoire maintenant, mais ça fait du bien à notre village. Le fleurissement, qui s'accentue de plus en plus ces dernières années, la végétalisation de tout ce qui peut l'être, la sobriété dans les choix de nos essences, de fleurs, d'arbustes, sobriété en eau évidemment, la préservation de l'eau potable par le choix de prendre une eau non potable pour arroser nos terrains de foot par exemple, le choix des essences d'arbres, de fleurs, etc. Et donc ce label qui vraiment vient reconnaître une qualité et surtout qui vient récompenser nous, les élus qui avons voulu tout cela, et surtout les équipes qui mettent en œuvre, les équipes techniques qui mettent en œuvre tout leur savoir-faire, toute leur assiduité, qui étaient tellement motivés quand on a reçu le jury ici au mois de juillet. Je vous assure, ils y croyaient, mais dur comme fer. J'essayais moi de tempérer parce que c'est très difficile de recevoir ce type de récompense. Il y a beaucoup de candidats. Et j'essayais de les tempérer, de les modérer. Vous savez, il ne faut pas non plus vous attendre systématiquement. Ben oui, ils ont gagné cette fleur. La fleur, c'est quand même un niveau qui est vraiment au-dessus de tout ce que nous avions gagné, puisque depuis une dizaine d'années, en tout cas jusqu'à la période de Covid, on s'était lancé modestement dans ces concours de villages et villes fleuries. Depuis une quinzaine d'années, on avait des prix d'encouragement, des prix de ceci, des prix de cela, mais c'était un modeste carton qu'on pouvait accrocher dans l'accueil de la mairie. Mais on n'avait pas encore franchi le cap du jury régional qui vient examiner tous les concurrents pour l'octroi ou pas de ce label qui est de niveau national. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'avec ce prix national Une Fleur, du label Une Fleur, nous avons une autre récompense. Il s'agit du prix régional de l'aménagement
pour récompenser les travaux et le fleurissement de la RD 37, la venue du général de Gaulle qui traverse notre village, dont les travaux ont été réalisés il y a quelques années, combien, 4 ans à peu près, 4 ou 5 ans, et donc qui a été fort apprécié par ce jury qui est venu inspecter notre village à la loupe pendant toute une après-midi, avec Roger Bédeflous et moi-même, et M. Domenech, et les services techniques qui nous ont accompagnés. Voilà. Donc, les services ne sont pas là, mais je crois qu'on peut être fiers, et si vous voulez bien, on va applaudir les services en Europe. Voilà. Nous allons ensuite passer à l'ordre du jour, mais je vais vous dire un petit mot quand même. Je ne sais pas si je peux dire c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, c'est une nouvelle d'espoir que je voudrais partager avec vous à propos du centre de loisirs. Nous avons travaillé avec la caisse d'allocation familiale, beaucoup travaillé, et je crois qu'au stade où nous sommes aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire beaucoup, hein, bien j'ai espoir que la solution s'arrange pour que chaque partie faisant des efforts, quand je dis chaque partie, je veux parler des mairies qui ont des enfants qui vont au centre de loisirs, à commencer par la mairie de Mazères bien sûr, mais aussi la mairie d'Uzos, la mairie de Rontignon, probablement la mairie de Mélion. Ce sont les mairies qui ont des enfants qui fréquentent aujourd'hui le centre de loisirs. En joignant nos efforts pour améliorer le financement des communes, en ajoutant les efforts qui seront demandés au centre social également pour améliorer l'équilibre des comptes en matière notamment de centres de loisirs, auquel il pourrait s'ajouter, je veux dire au conditionnel, des efforts de la volonté de la caisse d'allocation familiale qui veut nous accompagner parce qu'elle veut, comme nous, maintenir ce centre de loisirs. Eh bien, j'ai bon espoir que les choses s'arrangent dans les jours prochains et que dans les jours prochains, ou les semaines, je ne sais pas, on annonce que le centre de loisirs pourra être pérennisé. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que la démarche est en train d'avancer doucement. Voilà, il y a tout ce que la mairie a pu faire en s'engageant de son côté se fera. Les autres mairies également sont tombées d'accord. Le reste est à venir et donc je ne peux pas en dire plus ce soir. Mais je peux vous dire, comme vous êtes très très nombreux ici à vouloir la pérennité de ce centre de loisirs, que nous avons bien travaillé, beaucoup travaillé et qu'aujourd'hui on est plutôt confiant pour une pérennité du centre de loisirs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais comme c'est bientôt Noël, eh bien, entre le concours des villes et villages fleuris, la pérennité du centre de loisirs, soyons fous, si vous avez d'autres demandes, faites votre liste de cadeaux. Le Père Noël ne peut pas tout, hein, mais quand même, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet. Nous allons donc passer à l'ordre du jour. Tout d'abord, vous avez tous reçu le procès-verbal du conseil municipal du 21 octobre. Il n'y a pas de remarques, d'observations, de questions. Il est donc adopté à l'unanimité. Je vais vous présenter le relevé des décisions que j'ai prises par délégation depuis notre dernier conseil municipal. En date du 21 octobre. Premièrement, décision numéro 18/2024. Avenant numéro 1 au marché d'aménagement d'une place publique, de construction d'une halle ouverte et d'un local communal avec l'entreprise Étage, route sud-ouest, titulaire du numéro 1A terrassement, voirie, assainissement,
pour un montant total de 5 265 € hors taxe pour adaptation du réseau d'assainissement. Ce sont des petites sommes qui viennent compléter des marchés qu'on a déjà engagés, mais qui viennent s'affiner un peu vers la fin du chantier. Deuxièmement, décision numéro 19/2024. Avenant numéro 1 au marché d'aménagement d'une place publique, de construction d'une halle ouverte et d'un local communal avec la SARL Buzeau-Patrick, titulaire du lot numéro 10, chaque carrelage faïence, pour un montant total de 735 € hors taxe, correspondant à une plus-value pour modification du choix de la dimension du carrelage en 60 cm par 60 cm. C'est un tout petit détail, mais ça fait une plus-value de 735 €. Et donc, je me dois de vous en faire part. Troisièmement, décision numéro 20, avenant numéro 1 au marché d'aménagement d'une place publique, de construction d'une halle ouverte et d'un local communal avec la SARL Avojo-Seigna, titulaire du lot numéro 9, plomberie, pour un montant de 1 786,20 € hors taxe pour adaptation du réseau d'alimentation à l'eau. Voilà, ce sont les décisions que j'ai prises par délégation du conseil municipal depuis le dernier conseil municipal du 21 octobre. Je vais vous faire travailler un petit peu maintenant, mes chers collègues, en vous demandant de présenter les points de l'ordre du jour suivants. Première délibération, coupe de bois pour l'année 2025, enfin l'hiver qui arrive, qui sera présenté par Roger Delefous. Je m'attendais un peu. Le rapporteur propose d'organiser, comme chaque année, une vente de bois de chauffage sur pied ou coupé. 15 lots ont été constitués, comme indiqué dans le tableau aussi annexé, qui pourraient être vendus à 25 € le lot. Il propose également d'adopter le règlement ci annexé afin d'informer les cessionnaires des obligations qui leur incombent en matière de coupe de bois. Il est proposé au conseil municipal de décider de l'organisation d'une coupe de bois divisée en 15 lots au prix unitaire de 25 € le lot, conformément au tableau ci-dessous annexé, et d'approuver le règlement d'affouage correspondant. Merci. Pas de questions, on va savoir l'habitude. Pas de questions, pas de remarques. Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nicole Billou va nous présenter la convention de mandat avec le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques pour le renouvellement du contrat d'assurance statutaire. Concerne le zone de personnel. Tu l'as? Oui, mais c'est un peu de projet de délibération numéro 41/2024, convention de mandat avec le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques pour le renouvellement du contrat d'assurance statutaire. Madame le maire expose les éléments suivants. Les collectivités locales et établissements publics doivent verser obligatoirement aux agents des traitements et ou frais médicaux en cas d'accident de travail, des indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, un capital en cas de décès, etc. Les collectivités peuvent s'assurer contre ces risques, dits statutaires, pour le personnel territorial par le biais de contrats d'assurance. Les centres de gestion peuvent proposer des contrats groupes d'assurance dits statutaires garantissant les collectivités territoriales et les établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires en cas de décès, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée, de maladie ordinaire, maternité. Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche collective permet une mutualisation des risques et d'obtenir ainsi des taux et garanties financières attractifs. Le Centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques envisage de renouveler ce contrat groupe après une procédure de mise en concurrence. Il est rappelé que la collectivité a adhéré au contrat groupe d'assurance statutaire mis en place par le CDG 64 pour la période 2021-2025. Un contrat groupe concernant les risques liés aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL, fonctionnaires stagiaires et titulaires,
effectuant au moins 28 heures par semaine, et un contrat groupe concernant les risques liés aux agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCAMTEC, fonctionnaires stagiaires et titulaires effectuant moins de 28 heures par semaine et contractuels de droit public. Dans ces conditions, la commune, soumise à l'obligation de mise en concurrence de ces contrats d'assurance, est intéressée pour se joindre à la procédure de mise en concurrence effectuée par le CDG 64. Le mandat donné au centre de gestion par la présente délibération permet à la commune d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance et permet au CDG 64 de négocier pour son compte des contrats groupes d'assurance statutaire auprès d'entreprises d'assurance agréées. Madame le maire précise qu'au vu de la consultation, la décision définitive d'adhésion au contrat fera l'objet d'une nouvelle délibération après communication des taux et conditions obtenus par le CDG 64. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir, vu le code général de la fonction publique, vu le décret numéro 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif au contrat d'assurance souscrit par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, décidé donc de confier au CDG 64 le soin de lancer une procédure de consultation en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des contrats groupes d'assurance auprès d'une entreprise d'assurance agréée. Ces contrats groupes devront couvrir tout ou partie des risques suivants. Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, décès, accident de travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, paternité, adoption. Et pour les agents relevant du régime général et affiliés à l'IRCAMTEC, accident du travail, maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption. La décision définitive éventuelle d'adhérer au contrat groupe proposé fera l'objet d'une délibération ultérieure. Merci beaucoup, Nicole. Alors, c'est un peu long, mais je trouve qu'il est bon que l'on sache dans le détail finalement ce que ces contrats apportent à notre personnel. Et puis, en plus, on a malheureusement eu l'occasion plusieurs fois de nous rendre compte à quel point c'était important pour certains personnels qui ont bénéficié de ce type d'assurance parce que sont tombés malades, peu, beaucoup, durablement. Et donc c'est quand même important pour encadrer leurs conditions de travail. Il n'y a pas de questions ou de remarques? Ah oui. Oui, le centre de gestion, le CDG, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça sort, c'est qui? Enfin, il démarre de quel... Le centre de gestion, c'est le centre de gestion qui gère toutes les... comment dirais-je? Les services apportés aux communes, aux collectivités, souvent des communes, les mairies du département, dans la mesure où ces communes n'ont pas les services intégrés. Okay. Dans leur service, leur propre service. Ouais. Nous n'avons pas de service qui gère ce genre de dossier-là, ou par exemple des services d'urbanisme. Qui sont liés au conseil départemental, c'est ça? Pas du tout, non. C'est départemental parce que c'est une instance qui rayonne sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques, mais qui fonctionne pour toutes les communes qui sont adhérentes, ce qui est notre cas, comme la plupart de toutes les communes du département. Ce sont nos services. Ça dépend de la strate de la commune, en fait. Ça dépend aussi de la strate de la commune. Pour les petites communes, il n'y a pas le choix, il faut adhérer à ces services-là pour avoir le support administratif. En fait. Voilà. Et les communes de 7-8 000 habitants, ils ont leur propre service. Dès qu'ils ont des moyens, ils ont... Oui, c'est pour moi qui s'était rattaché plutôt, enfin, d'où ça, qui a créé, à qui sont rattachés. C'est au service des qui a créé depuis très longtemps. Ouais. Ce sont les mairies qui font administrer en quelque sorte, parce qu'on élit à la tête du centre de gestion. C'est un maire qui est président du centre de gestion. Le centre de gestion, c'est Nicolas Patriarche, qui est président du centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques. Mais il a des vice-présidents, enfin, c'est géré par des élus, pour des élus. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des adhésions des communes. Et les grandes villes
n'ont pas besoin d'y adhérer parce qu'elles ont en interne chez elles tous les services dont elles ont besoin. Mais, par exemple, une grande comme Pau adhère quand même, alors qu'elle n'en a pas besoin, uniquement par solidarité départementale. Voilà. Ok. Pour apporter de sa contribution financière. Et je crois que c'est bientôt le cas de Bayonne aussi. Mais c'est pas encore fait. Voilà, le CDG, c'est ça. C'est vrai qu'on le dit un peu vite parce qu'on a l'habitude d'y recourir. C'est le centre de gestion. C'est un peu comme la PGL qu'on voit plus souvent, qui nous sert plutôt pour des travaux de la voirie et tout ça. Le centre de gestion, c'est plutôt pour de l'administratif et du personnel. Ou du fiscal. Ou du fiscal, voilà, je veux dire, tout ce qui est plutôt intérêt administratif. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, on est d'accord pour adopter cette délibération, je suppose. Pas d'opposition, pas d'abstention. Très bien, je vous remercie, elle est adoptée. Nicole Billou va nous présenter encore la suivante. Il s'agit de la révision de la participation communale au comité d'action sociale intercommunale Pau-Pyrénées. Madame la maire rappelle à l'Assemblée que la commune subventionne depuis maintenant de nombreuses années le comité d'action sociale intercommunale Pau-Pyrénées, CACI, afin de permettre à ses agents d'y adhérer, moyennant une cotisation mensuelle, à ce jour de 10 € par mois, et de bénéficier des prestations proposées en matière d'accompagnement social et de loisirs. Le montant de la participation de la commune par agent est fixé depuis 2019 à 140 € par an par agent d'activité et 85 € par an par agent retraité. Compte tenu de l'augmentation du nombre de prestations versées, le CACI sollicite une augmentation de la participation communale au 1er janvier 2025 comme suit. 160 € par an par agent d'activité, 90 € par an par agent retraité. Madame le maire propose d'accepter l'augmentation proposée afin de permettre aux agents de la commune qui adhèrent au CACI de continuer à bénéficier des prestations proposées par l'association en matière d'accompagnement social et de loisirs. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir décider l'augmentation à compter du 1er janvier 2025 de la participation communale au comité d'action sociale intercommunale Pau-Pyrénées à 160 € par an par agent en activité et 90 € par an par agent retraité. Merci. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'une simple revalorisation. Voilà. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Francis Land va nous présenter l'aménagement du centre-bourg avec le choix du prestataire pour l'aménagement de la fontaine. Projet de délibération numéro 43-2024. Aménagement du centre-bourg. Choix de l'entreprise pour la construction de la fontaine de la place publique. Le rapporteur rappelle à l'Assemblée que le projet d'aménagement du centre-bourg prévoit, parmi les aménagements paysagers, l'installation d'un kiosque et d'une fontaine sur la place publique. Il informe le conseil municipal que le lot concernant la fontaine n'a pas été pourvu lors de la passation du marché public en l'absence de candidature. Aussi, le lot construction d'une fontaine a été sorti du marché et la recherche et le choix du prestataire repoussé à une date ultérieure. La commune a donc consulté 3 prestataires afin de pouvoir réaliser cet aménagement et seuls 2 ont répondu et formulé les offres suivantes. Entreprise SEIHE donc a fait une proposition à hauteur de 20 864,85 € hors taxe et l'entreprise Beaubion-Joannin a fait une proposition à hauteur de 20 300 € hors taxe. Après analyse des offres, celle de l'entreprise Beaubion-Joannin est ressortie la mieux disante tant en termes de prix que de prestations, plus particulièrement concernant l'automatisation du fonctionnement de la fontaine afin d'éviter une charge supplémentaire de travail pour son entretien ultérieur. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir retenir l'offre de l'entreprise Beaubion-Joannin pour un montant de 20 300 € hors taxe. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir retenir l'offre de l'entreprise Beaubion-Joannin pour un montant de 20 300 € hors taxe en vue de l'aménagement de la fontaine de la place du centre-bourg et autoriser Madame le maire à signer le devis correspondant avec l'entreprise retenue. Merci Francis. Des questions? Oui. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'on peut savoir à quoi va ressembler la fontaine? Quel est le cahier des charges qu'on a demandé à Beaubion? Alors, la fontaine, elle sera en pierre d'Arudi. Et ce qui est demandé au cahier des charges de l'entreprise, quand on a fait la consultation des entreprises, c'est effectivement d'avoir un système qui alimente la fontaine, un système en circuit fermé et un système avec du traitement de l'eau, puisqu'on est obligé d'avoir un traitement d'eau pour pas qu'on ait à changer l'eau, que l'eau tourne, que l'eau croupisse, et un système également de tout ce qui est pompe, tout ce qui est fontainerie, c'est en fait toute l'hydraulique liée à la fontaine. Il faut savoir que tout ça, c'est des choses qui vont être en inox pour la durabilité, donc c'est pour ça que ça peut faire une somme qui peut paraître conséquente, mais là on est sur de la machinerie bien spécifique. C'est pour ça qu'on a eu un petit peu de mal à trouver un prestataire, parce que ça ne se fait pas couramment non plus, et c'est vraiment des entreprises spécialistes. Voilà. Donc le cahier des charges, c'était ça, et avoir aussi un entretien à minima, une automatisation pour qu'on puisse faire un petit peu de cycle, et puis l'arrêter, la rallumer quand on veut, voilà, et qu'il y ait le moins d'entretien par la suite possible. Il faut savoir que Beaubion-Joannin, c'est dans la région, là, ils sont des pots, hein, c'est des spécialistes reconnus pour ce genre d'installation. Ils ont fait miroir d'eau à Bordeaux. Pardon? Ils ont fait miroir d'eau à Bordeaux. Oui, voilà, ils font ce genre de belles références. Et... Ah bah oui, bah maintenant pour en dire qu'ils ont fait la fontaine de laser quand même. Mais par exemple, est-ce que ça n'aurait pas pu être réfléchi de faire justement une fontaine, quitte à utiliser de l'eau, non mais d'avoir quelque chose qui soit un peu qui brumise ou qui aussi en fait rafraîchit pour aussi les habitants. Alors l'idée, au-delà de juste l'aspect esthétique, c'est purement ornemental, c'est ça. de l'eau qui oui, c'est ornemental, mais qui jaillit, on aura tout un système. On pourra, je pense, l'adapter si on veut faire un peu de brumisation. Ça me semble être quelque chose d'assez. Oui, même dans la conception, il peut y avoir quelque chose, ouais. parce que quand on regarde ce qu'ils font aussi ce qu'ils appellent je sais pas, c'est pas jeux d'eau, mais voilà, d'avoir des systèmes en fait plus que des fontaines, comme ce qu'il y a à Pau aussi, en fait, place. Alors on verra si on peut faire évoluer, mais étant donné les coûts, nous avons essayé de rester modestes parce que là on est déjà à 20 300 €. Sans la pierre. Donc voilà, on va faire ça comme ça pour commencer, puis après on verra si on peut améliorer. Ce qu'on a prévu également quand même, un tout petit peu plus loin, à quelques mètres de là, c'est un accès à une fontaine d'eau potable pour les gens qui souhaitent boire de l'eau potable, remplir leur gourde, voilà, etc. Il y a un accès d'eau potable vraiment à proximité de la fontaine, mais séparé pour bien spécifier que l'eau de la fontaine, elle n'est pas à boire avec l'eau potable. La fontaine, elle est quand même au sol, elle est quand même, je crois qu'elle fait. Elle a une emprise. Combien elle fait de diamètre? Je parle comme une bêtise, mais on est sur pas loin de 3 mètres de diamètre. Hein. C'est pas ça fait, non, c'est pas mal déjà, 3 mètres, 3 mètres 40, quelque chose comme ça, avec quand même de l'eau qui va stagner, alors qui va être animée puisqu'il y a 4G. Mais le point de fraîcheur, voilà, c'était aussi la volonté d'avoir ça. C'est fait pour couler, les jets ils sont en hauteur, hein, il fait 1,70 m de haut. Donc voilà, il y a moyen de se rafraîchir. Après, l'avantage c'est qu'on aura un petit local technique dans le local communal, avec une fontainerie, c'est-à-dire c'est des choses qui sont sur une panoplie, tout en inox, et qui sont évolutives. Je pense qu'on pourra, l'idée c'est qu'on ait un petit accès à distance pour pouvoir gérer le fonctionnement, et ça pourra être évolutif. Hein, la baignade sera interdite. La baignade sera interdite. Alors la baignade, il y a 15 cm. Oui, mais je veux dire, il y a aucun. Enfin, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une installation plus attrayante pour les familles. Ça peut être comme en Clémenceau, où effectivement, quand tu as les bassins, l'été, les gens vont se rafraîchir. L'eau, elle est traitée, donc elle est propre. Il y a de la baignade, il y a de la sécurité, il y a la personnelle, Là, on est à 20 cm d'eau, si tu veux. Le point de rafraîchissement, les gamins pourront aller se tremper sans risque. Oui, c'est assez bas. Ah oui, c'est bas, c'est vraiment au niveau de. Oui, c'est au niveau des glaces.
Donc l'idée c'est ça, c'est de faire un point de fraîcheur. Pas d'autres Voilà. questions? Pas d'opposition, pas d'abstention? Eh bien, c'est adopté à Non, l'unanimité. je suis contre. Ah pardon, j'ai pas vu. Alors, Ouais. abstention ou contre? Contre, ouais. Moi, je m'abstiens. Et deux abstentions. D'accord. Deux contre. Ah, tout le monde vote contre maintenant. Non. Abstention. Deux contre deux, trois Alors, qui est contre? Moi, je suis contre, une abstention. Et qui s'abstient? Merci, c'est plus clair. En fait, ouais. C'est l'idée de aussi pouvoir travailler sur le projet de manière commune avant d'être aussi mis devant une délibération sur laquelle on n'a pas de... Et on a travaillé depuis très longtemps à le projet dans des commissions, mais on ne va pas ressortir ce sujet si vous voulez bien. Le centre-bourg, il existe depuis avant 2020. Voilà. Et puis même depuis, on a même vu ça dans les réunions. En fait, non, mais... Aujourd'hui, on vote. En fait, Oui, il mais il ne faut pas nous dire que vous le découvrez comme ça parce que vous En fait, avez eu. il y a eu, si, j'ai participé aux réunions qui ont travaillé sur la forme du kiosque. Il y a eu des réunions de travail, on a dit plutôt comme ci, plutôt comme ça c'est joli, ça c'est pas beau, enfin, ou ça n'a pas d'intérêt. On a été intégré sur certains points. Ouais. Celui-là, moi, je l'ai pas vu passer. Après, peut-être que du coup, c'était pas dans les commissions. Parce que c'est plus ad hoc. ancien peut-être aussi, vous n'étiez peut-être pas Je là. ne sais pas. Voilà. Je pense pas. Bien, donc deux contre, une abstention, merci. Eh bien, complété de tous va nous présenter le remplacement des projecteurs du terrain de football dit à 7 du stade municipal. On parle là du terrain de football qui n'est pas entouré de lisse et qui est situé à côté du boulodrome. Voilà, tout le monde voit où c'est. Côté, on t'écoute. Projet de délibération numéro 44-2024, remplacement des projecteurs du terrain de football à 7 du complexe sportif. Madame le maire informe à l'Assemblée que le club de football de l'Asmur, compte tenu de ses effectifs, a sollicité l'utilisation du terrain à 7 du complexe sportif car il est éclairé par deux projecteurs et permet de prolonger son utilisation en fin de journée durant la période hivernale. C'est tout à fait clair. Elle informe l'Assemblée que cet équipement d'éclairage est très ancien et énergivore. Aussi, elle propose de le remplacer dans le cadre de la démarche initiée au complexe sportif depuis 2 ans, maintenant en vue de respecter les obligations du décret tertiaire qui impose à la commune, pour ce site, une réduction de sa consommation énergétique d'au moins 40% à l'horizon 2030. C'est bientôt. Un devis a été sollicité auprès de la société ETPM, prestataire de la commune pour l'éclairage public. Ce dernier a proposé un devis de 3 900 € hors taxe pour réaliser cette prestation. Madame le maire rappelle que l'article R 2122-8 du Code de la commande publique indique que l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € hors taxe. Elle propose donc au conseil municipal de décider le changement des deux projecteurs du terrain de football à 7 du complexe sportif et de confier ces travaux à l'entreprise ETPM pour un montant de 3 900 € hors taxe. Elle précise que les crédits suffisants sont inscrits en section d'investissement du budget primitif 2024. Il appartient donc au conseil municipal de bien vouloir décider de réaliser les travaux de remplacement des deux projecteurs du terrain de football à 7 du complexe sportif. Confier ces travaux à l'entreprise ETPM pour un montant de 3 900 € hors taxe et autoriser Madame le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de la réalisation de ces travaux. Merci beaucoup. Je précise pour ceux qui ne le sauraient pas qu'en fait ce terrain de foot n'était pas vraiment un terrain de foot jusqu'à maintenant. Mais c'est à la demande de l'ASMUR, notre club de football, qui a besoin de terrain, qui essaie d'en chercher même en dehors de nos communes de Nazaire et d'Os-Contignon, c'est possible, qui a besoin de plus de terrain pour l'entraînement des jeunes ou des moins jeunes, peu importe, qui finalement a décidé de récupérer cette bande de pelouse pour en faire un terrain supplémentaire. Voilà. Donc c'est un endroit qui est maintenant tondu comme les autres terrains, qui est marqué au sol comme les autres terrains de foot, qui n'est pas entouré.
Mais il y avait déjà un très ancien éclairage qui remontait qui ne servait jamais, Dieu merci, parce que c'est un éclairage extrêmement énergivore. Donc comme maintenant ils en ont besoin, et souvent, puisque l'hiver et l'année sont courtes, eh bien, on a décidé donc d'équiper ce terrain de foot, nouveau terrain de foot, de nouveaux éclairages, comme tu l'as dit, pour continuer à équiper mieux les installations qui sont au stade municipal en éclairage. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'était déjà un terrain de foot il y a très longtemps. Oui. Voilà, Je ne remontais pas. mais je te dis, oui, c'était vraiment un terrain de foot qui est redevenu un peu plus aménagé et qui servait au parking pour beaucoup d'animation. Alors tant que c'était que très ponctuel, des projecteurs énergivores, c'était pas trop gênant, je trouve. Mais maintenant, si c'est plus récurrent, évidemment, il faut mettre du bon LED qui consomme beaucoup moins et qui éclairera beaucoup mieux. Bien. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Alors c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Roger, pendant que tu as la parole, continue faisant de nous la rétrocession de terrain à la commune par le conseil départemental. Non, il y en a une avant, pardon. Alors la convention avec le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau, SMDGP, pour la gestion des vannes de la digue contre l'inondation du Gave de Pau. Projet de délibération numéro 45-2024, convention avec le SMBGP, le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau, pour la gestion des vannes de la digue de Mazerolezon. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a construit un système d'endiguement sur la commune de Mazerolezon permettant la mise hors d'eau des enjeux situés à l'arrière des ouvrages pour les crues du Gave de Pau et de la Rioux. Depuis le 1er janvier 2019, la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a transféré la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, au syndicat mixte du bassin du Gave de Pau, SMBGP. Le système d'endiguement de Mazerolezon fait partie des ouvrages nécessaires à l'exercice de la compétence GEMAPI. Aussi, par délibération numéro 48-2029 du 2 octobre 2019, le comité syndical du SMBGP a autorisé le président à engager les démarches nécessaires à la cession amiable de la digue de Mazerolezon et de ses ouvrages connexes par le département des Pyrénées-Atlantiques au profit du SMBGP. Cette cession a toutefois été conditionnée à la fourniture par le département de l'ensemble des documents exigés par la réglementation et nécessaires à la constitution du dossier de l'ouvrage. Le département a récemment remis au syndicat les différents documents nécessaires à la régularisation de l'ouvrage auprès des services de l'État. Dans le cadre du montage du dossier devant être remis aux services de l'État, le SMBGP a élaboré un plan de suivi du système d'endiguement avec mise en place de consignes de gestion définissant un certain nombre d'actions à réaliser en fonction des niveaux de crue. Certaines interventions nécessitent une forte réactivité, plus facilement mobilisable par la commune que par le SMBGP. Aussi, le SMBGP propose une convention en vue de formaliser les relations avec la commune, notamment concernant les conditions de manipulation des vannes et la communication entre les deux structures. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention relative à la gestion des vannes de fermeture de la digue de Mazerolezon et d'autoriser Madame le maire à signer la convention correspondante avec le syndicat mixte du bassin du Gave de Pau. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions là-dessus? Moi je voulais juste depuis le temps, c'est à partir de maintenant qu'ils sont propriétaires des ouvrages ou c'est déjà fait? C'est le transfert, il est de maintenant. Et le transfert, il est juste maintenant? Maintenant. Ça fait longtemps que c'est transféré. Ah, c'est transféré déjà? Depuis longtemps. D'accord. Là, c'est juste mais la c'est gestion. effectif. Voilà, maintenant c'est effectif. Très bien. Donc, pas d'autres questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention?
C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors cette fois-ci, Roger, c'est encore toi. C'est la dernière. Sur la rétrocession de terrain à la commune par le conseil départemental. Maintenant, je suis chaud. Projet de délibération numéro 46-2024. Rétrocession de terrain à la commune par le conseil départemental. Madame le maire rappelle à l'Assemblée que le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a construit un système d'endiguement sur la commune de Mazères-le-Zon, permettant la mise hors d'eau des enjeux situés à l'arrière des ouvrages pour les crues du Gave de Pau et de la Rue. C'est encore le même début, je le répète un peu. Aussi, le conseil départemental a décidé, lors de sa commission permanente du mois de septembre 2024, de rétrocéder la digue au SMBGP, ta réponse, qui détient depuis le 1er janvier 2019 la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, schéma. Dans le cadre de cette régularisation, le conseil départemental propose également une rétrocession amiable à la commune des parcelles limitrophes suivantes. Parcelle AA40 d'une superficie de 927 m², correspondant au chemin piéton qui longe la Rioux et qui rejoint les parcelles communales en pied de butte ainsi que le chemin blanc. Parcelle AA47 pour partie d'une superficie d'environ 320 m², qui correspond à la fin de l'ancienne voie d'accès au stade, qui sert aujourd'hui d'accès au dépôt du SMED, d'aire de retournement de la voie, qui est devenue une impasse, et de parking complémentaire pour le complexe sportif. Elle permet également la jonction avec le chemin piéton de la parcelle AA40. Considérant que la rétrocession de ces parcelles présente un réel intérêt pour la commune, pour son maillage routier piétonnier, il est proposé à l'Assemblée d'accepter cette rétrocession. En conséquence, il appartient au conseil municipal de bien vouloir accepter la rétrocession amiable par le conseil départemental de parcelles cadastrées, section AA, numéro 40 et 47 pour partie, autoriser Madame le maire à signer l'acte en la forme administrative, correspondant ainsi que tous les documents annexes nécessaires à la réalisation de cette session. Merci Roger. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a les plans, ça se voit. Oui, vous avez les plans à l'annexe. Il n'y a pas de questions? Bien, alors pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc voté à l'unanimité. Merci. Bruno Vernès va nous présenter la délibération sur les ouvertures dominicales des commerces pour l'année 2025. Donc vous connaissez tout ça par cœur, c'est chaque année la même chose. Sachant que par exemple, en cette fin d'année, l'ouverture des commerces des dimanches, par exemple, au mois de décembre, c'est une délibération que nous avons prise il y a un an. Donc là, maintenant, c'est pour l'année prochaine. L'article L 3132-26 du Code du travail donne la possibilité au maire d'autoriser l'ouverture dominicale des commerces de détail dans la limite de 12 dimanches par an. Lorsque le nombre de ces dimanches n'excède pas 5, la décision du maire doit être prise après avis du conseil municipal. Dans le cas où le nombre de ces dimanches est supérieur à 5, la décision du maire doit être prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Pour les commerces de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L 3133-1 du Code du travail sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire dans la limite de 3. Dans un but de simplification et d'harmonisation de ce dispositif, la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a décidé de fixer sur son territoire
un calendrier annuel des démarches des dimanches autorisés. Ainsi, par délibération en date du 2 décembre 2024, elle a autorisé pour tous les codes d'activité en dehors du secteur de l'ameublement et du secteur automobile pour l'année 2025, les dates d'ouverture suivantes. Les dimanches 12 janvier, 2 mars, 25 mai, 29 juin, 31 août, 7 septembre, 23 et 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre. Pour les commerces de détail du secteur automobile, les dimanches 19 janvier, 16 mars, 15 juin, 14 septembre et 12 octobre. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur les dates proposées par la communauté d'agglomération Pont-Béarn-Pyrénées pour l'année 2025, sur toute demande d'ouverture dominicale qui serait formulée aux dates arrêtées dans ce calendrier. Il appartient au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable sur le calendrier adopté par la communauté d'agglomération Pont-Béarn-Pyrénées pour l'année 2025 et émettre un avis favorable sur toute demande d'ouverture dominicale qui serait formulée aux dates arrêtées dans le calendrier 2025 de la communauté d'agglomération Pont-Béarn-Pyrénées. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? On n'a pas. Alors, qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre. Un contre et adopté à la majorité. Merci. Et nous passons à la dernière. Bruno Vermès va nous présenter le projet de délibération décision modificative budgétaire numéro 2 pour l'année 2024. Pour peu de choses, hein, mais c'est ainsi. Vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu le budget primitif adopté le 10 avril 2024, considérant la nécessité d'ajuster les prévisions du budget primitif 2024 afin de prendre en compte dans le budget principal de la commune les écritures comptables de l'association syndicale autorisée d'irrigation de Mazères 2, suite à la délibération numéro 39-2024 du 21 octobre 2024, acceptant le transfert à la commune de l'actif et du passif de l'association syndicale d'irrigation, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante sur le budget primitif de l'exercice 2024. Donc en section de fonctionnement, une écriture de 483,31 € dans les dépenses et une écriture de 483,31 € dans les recettes. En section d'investissement, une écriture de 750 € dans les dépenses. Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise les modifications budgétaires présentées dans le tableau ci-dessus. Bien, merci beaucoup. Donc, pour les corrections. Il n'y a pas de questions là-dessus? Il n'y a pas d'opposition, d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous avons terminé pour l'ordre du jour et toutes les délibérations. Donc, avant de clôturer, je voulais quand même vous donner une information. Comme vous le savez, le presbytère, qui est un bâtiment public qui appartient à la commune, est vide depuis le départ de Benoît Nouvelle au mois de septembre, je crois, depuis le mois de septembre. Et nous avons lancé un diagnostic pour connaître l'état de ce bâtiment, qui est tel qu'il est habitable, mais qui ne permet pas la location, qu'elle soit à titre gratuit ou payant. Elle ne permet pas la location.
Donc nous avons souhaité lancer un examen, enfin, un diagnostic. Et au terme de ce diagnostic, bien peut-être que nous souhaiterons tout simplement vendre ce bâtiment. Réfléchir encore un peu. Mais le vendre parce que de toute façon, nous savons... Ah oui, c'est un diagnostic au terme duquel nous voulons connaître le montant des travaux qu'il aura à réaliser. C'est surtout c'est ça qui est important. Parce que si les travaux sont très élevés, on se posera la question, en tout cas je me la pose sérieusement, de conserver ou pas ce bâtiment public, parce que avoir un bâtiment public pour y faire de nombreux travaux en vue de faire quoi? De la location. C'est pas vraiment la vocation de la commune. Surtout que nous avons déjà beaucoup de travaux à suivre. Nous avons bientôt les bâtiments des services techniques qui vont faire l'objet d'une profonde rénovation et même extension. Bon, nous avons beaucoup de choses à suivre. Donc, pour y voir un petit peu plus clair et prendre les bonnes décisions en fonction de la situation de notre commune, de nos besoins et de nos projets, eh bien, nous en reparlerons, mais d'abord, savoir quel est l'état vraiment du bâtiment, quelle est sa valeur, quelle est la valeur des travaux qu'il faudrait y faire, et on réfléchira à tout ça. Donc c'est juste pour vous informer que nous allons lancer ces questions-là, et puis on en reparlera une autre fois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, sinon que je vous souhaite une bonne fin d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, amusez-vous bien, profitez bien de vos familles, et je vous dis à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année.